Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'actualité économique sur Africable Télévision. Eco Hebdo, c'est votre rendez-vous économique en deux parties. La première partie est consacrée à l'actualité économique et la deuxième au débat avec pour thème ce jour l'industrialisation de l'Afrique, défis et perspectives. À présent, nous allons partir avec la première partie, comme je l'ai dit, consacrée à l'actualité économique. Et nous allons directement en Afrique du Sud pour parler de l'impact du coronavirus sur l'économie sud-africaine. Et la Chine est le premier partenaire commercial de la nation arc-en-ciel. Les détails avec Noël Dara. L'industrie compte particulièrement sur ses exportations vers la Chine au centre de l'épidémie. Il représente 95% de leur marché. Nous sommes complètement dépendants d'eux, alors nous regardons ailleurs pour exporter. Mais vous le savez bien, on ne trouve pas de nouveaux partenaires comme ça si facilement, a noté Chemera Daniès de l'association Fish SA. Certains secteurs comme la pêche ont été balayés de plein fouet par la faible demande chinoise. Pour l'économiste Brownie Williams, il est quasiment impossible d'aller chercher d'autres partenaires. Le problème pour certains, c'est qu'il n'y a vraiment aucune alternative possible. La Chine est tellement importante pour nous que si elle annule 30% de nos exportations, personne d'autre n'est prêt à acheter. C'est un problème sérieux, mais nous n'avons pas d'autres partenaires capables de remplir ces vides, a-t-il affirmé. Une dépendance trop forte sur les économies émergentes comme la Chine nous rend vulnérables et nous ne sommes pas parés face à l'éventualité d'une baisse de leur demande, a ajouté l'économiste. La crise met d'autres pans de l'économie en péril, d'abord le tourisme comme partout, mais aussi les mines avec la baisse des exportations de fer et de manganèse vers la Chine. Autre inquiétude, l'agriculture étant un secteur clé du pays et lui aussi fortement lié à la demande chinoise, l'Afrique du Sud importe 85% de leurs marchandises depuis la Chine. Voilà, c'était l'impact du coronavirus sur l'économie sud-africaine. Et comme vous le savez, le coronavirus, cette épidémie passée au stade de pandémie, a affecté plusieurs secteurs, dont le secteur des transports, entre autres secteurs. Et nous allons à présent passer à la deuxième partie de cette émission, juste après le jingle. Voilà, la deuxième partie de cette émission est consacrée au débat avec pour thème l'industrialisation de l'Afrique, défis et perspectives. L'industrialisation a toujours joué un rôle moteur dans le processus de diversification économique. Elle a aussi contribué au développement, au renforcement et au maintien des conditions favorables à la croissance économique et au développement. Depuis plusieurs décennies, il faut le rappeler, certains pays en développement, principalement en Asie, ont réussi à s'industrialiser. L'Afrique n'y est pas parvenue malgré les tentatives répétées. L'Afrique subsaharienne demeure la région la moins industrialisée du monde avec un seul pays, l'Afrique du Sud considérée comme industrialisée. Et les pays africains ne peuvent pas parvenir au développement durable sans une transformation structurelle de leurs économies. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Monsieur Modibo Maou Makalou, économiste, analyste financier. Monsieur Makalou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Maïga. Merci de votre disponibilité. Merci de m'avoir invité. Monsieur Makalou, le thème est l'industrialisation de l'Afrique, défis et perspectives. On parle beaucoup d'industrie lourde, d'industrie légère. C'est quoi l'industrialisation? Merci, Monsieur Maïga. Ce que je voudrais dire d'abord, l'industrialisation, c'est la transformation de la matière brute en produit semi-fini ou en produit fini. Et donc c'est ce qu'on appelle généralement, ça passe à travers ce qu'on appelle dans le langage commun les usines, donc qui permettent de transformer de la matière première en matière finie ou même semi-finie.
Voilà. Et en matière d'industrialisation, qu'est-ce qui explique réellement le retard du continent? Pourquoi l'Afrique peine à démarrer sur le plan industriel? Bon, écoutez, ce n'est pas parce que nous n'avons pas tenté. Et depuis l'indépendance, les pères de l'indépendance avaient mis beaucoup d'efforts dans l'industrialisation de nos pays. Mais cependant, les politiques industrielles n'ont pas toujours été adaptées au contexte de nos pays. Donc je m'explique, ce qui veut dire qu'en réalité, nous avons peut-être souvent de l'ambition pour la transformation structurelle de nos économies, mais nous ne sommes pas toujours parvenus. Parce que si vous regardez la structure de nos différentes économies, vous allez trouver que généralement, depuis l'indépendance, nous avons environ 40% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse nationale, qui est produite au niveau du secteur primaire, qui comprend l'agriculture avec un grand A, mais aussi l'élevage, la pêche, la pisciculture, l'arboriculture, tout cela au niveau du secteur primaire. Mais l'avantage, c'est que c'est au niveau du secteur primaire aussi que nous avons la majeure partie de nos populations, même si l'Afrique s'urbanise de plus en plus, mais c'est au niveau des zones rurales que nous avons la majorité des populations sur le continent. Et donc c'est un aspect très important de passer par la modernisation de cette agriculture. Et comme vous le savez, l'Afrique n'a pas encore réussi sa première révolution industrielle. J'avais parlé d'entrée, M. Makalou, de défis. Et on sait que le continent fait face à plusieurs défis. Et un de ces défis reste la croissance démographique. Oui, la croissance démographique est importante, mais elle peut être transformée en dividende démographique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'Afrique a la population est le continent le plus jeune au monde. Environ la moitié de sa population a moins de 14 ans. Ça peut être un avantage, mais ça peut être un défi important, comme vous venez de le dire, parce que en fait, il va falloir que nous arrivions à réussir cette transformation structurelle. Vous n'êtes pas sans savoir que de 2000 à 2010, la croissance économique de l'Afrique, c'est-à-dire la croissance du produit intérieur brut, la richesse nationale, était d'environ 5%. Mais depuis 2010, à partir de 2010, c'est un peu moindre. Nous sommes entre 3 et 4%. Et avec le sujet que vous venez d'aborder, nous pouvons anticiper que, en tout cas, le Fonds monétaire international a déjà revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2020. Et même la Chine qui a cru de 6,6% l'année dernière et qui devait croître de 6% cette année, parce que la Chine est responsable d'un tiers de la croissance économique au monde, va revoir sa croissance économique, ses prévisions de croissance pour 2020, qui devraient être bien en deçà de ce qu'ils ont eu l'année dernière. Et les jeunes du continent ont besoin d'outils et de compétences pour prendre quand même leur destin en main, parce que les jeunes ont besoin d'outils, mais surtout de compétences. Oui, en fait, vous êtes en train de mentionner un des défis de l'industrialisation, parce qu'en réalité, en Afrique, nous avons un problème. Nous avons un problème non seulement de productivité, mais aussi de compétitivité. La productivité, c'est ce qui vous permet de déterminer un peu le niveau et la trajectoire d'une prospérité partagée de manière durable. Mais la compétitivité regroupe un ensemble de facteurs. Non seulement ça comprend les politiques publiques, ça comprend les institutions, mais ça comprend aussi les politiques, les institutions, mais ça comprend aussi les facteurs de production. Et parmi ces facteurs de production, vous avez un facteur que moi je considère comme le plus important, c'est le capital humain, c'est-à-dire la qualité des ressources humaines. Ce n'est pas que le problème principal auquel nous sommes confrontés au niveau du capital humain en Afrique, c'est que nous avons un secteur informel très fort et que nous ne sommes pas arrivés à former une main-d'œuvre très spécialisée
Et donc cela vient généralement à travers des processus de révolution industrielle, parce que si vous ne passez pas par ce processus de révolution industrielle, c'est difficile d'adapter la main-d'œuvre à cette modernisation, parce que le commerce ne demande pas beaucoup de sophistication pour, en tout cas, le secteur informel, parce que c'est généralement le commerce général. Mais à partir du moment où nous rentrons dans la transformation structurelle, c'est-à-dire quand nous allons orienter non seulement notre production des secteurs les moins productifs vers les secteurs les plus productifs, mais en même temps, la main-d'œuvre doit pouvoir s'adapter parce que les entreprises aussi vont pouvoir recruter. Donc, ce que je voulais dire en réalité, c'est que 5%, ce n'est pas suffisant pour créer assez de valeur ajoutée avec la croissance démographique d'environ 3%, et un pays comme le Mali et le Niger sont à 3,6%. Donc, vous avez besoin de plus de 5% de croissance économique pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. Et si cette valeur ajoutée est équitablement redistribuée au sein de la population, vous allez améliorer non seulement le pouvoir d'achat de la population, mais leur bien-être, parce que vous allez créer des emplois et vous allez donner des revenus à ces populations. Mais donc 5%, ce n'est pas assez. Et maintenant, il est estimé qu'il faut au moins 7%. 5%, ça vous permet juste de ne pas augmenter le niveau de pauvreté. Il faut au moins 7%. Et comme vous le savez aussi, la plupart de nos économies ont une croissance positive et l'Afrique a une croissance économique positive qui est supérieure à celle du reste du monde, mais c'est parce que nous partons de très bas aussi. Nous partons de très bas. Quand vous partez de très bas, votre croissance est un peu plus élevée. Et sur les 10 économies qui ont cru le plus rapidement possible, il y a 6 qui sont situées en Afrique. Mais quelle est la source de cette croissance? Est-ce que cette croissance est terminée, est tirée par un secteur productif ou un secteur non productif? Parce que si votre croissance est tirée par l'exportation des produits manufacturés, par exemple, vous enrichissez non seulement votre pays, mais vous enrichissez votre population. Mais si c'est tiré par l'exportation des produits primaires, des produits bruts, vous n'allez pas beaucoup progresser. Vous avez parlé de partir de très bas. Est-ce que, je n'ai pas bien compris, c'est dû au fait que nos économies sont faibles? Exactement. Nos économies sont faibles et même très faibles. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes indépendants depuis une soixantaine d'années et que nous avons généralement des économies de traite. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes spécialisés dans l'exportation des produits bruts et dans l'importation des produits manufacturés. Et quand vous faites cela, on vous dit que les termes de l'échange se détériorent. Parce que ce que vous achetez plus avec vos partenaires que vous ne leur vendez. Alors que l'objectif, quand un pays s'enrichit, c'est généralement de vendre plus à l'extérieur. Mais prenons le cas d'un Malien, notre production nationale, nous sommes premiers producteurs de coton brut, que nous exportons à 98%. Mais qu'est-ce que nous achetons en grande partie? Nous achetons du basin. 1 kilo de coton, ça produit combien de basin? Donc en fait, ce sont ceux qui transforment ce coton en Occident. Qui en bénéficient. Mais qui en bénéficient, qui ont non seulement la valeur ajoutée, mais qui ont aussi les revenus et les emplois. C'est pourquoi on dit que l'Afrique importe la nourriture qu'elle devrait produire elle-même. Elle exporte souvent vers les pays développés les emplois qu'elle devrait préserver et développer. Mais ça, c'est encore plus scandaleux par rapport au niveau agricole, parce que l'Afrique n'arrive pas à se nourrir. C'est de ça que je parlais précédemment, en disant que nous n'avons pas encore effectué notre première révolution agricole. Il faut une souveraineté alimentaire. Vous savez, l'Afrique possède environ 60% des terres arabes au monde, environ 800 millions d'hectares de terres. Nous avons la main-d'œuvre, nous avons le soleil, mais nous importons un tiers de la nourriture que nous consommons. Et cela, c'est évalué par certains spécialistes à environ 70 milliards de dollars, ce qui est une manne assez considérable, parce qu'en réalité, dans la structure du commerce international, plus vous importez, moins vous vous enrichissez. Vous enrichissez plutôt votre partenaire. Et c'est ce qui fait que, en réalité, ça montre un peu la faiblesse de nos politiques économiques, parce qu'il y a deux objectifs majeurs au niveau de la politique économique. C'est l'équilibre interne, c'est-à-dire essayer d'obtenir le plein emploi et la stabilité des prix, et l'équilibre externe qui est d'avoir un équilibre de la balance des paiements. Et cette balance des paiements,
c'est cette balance des paiements qui enregistre l'ensemble des transactions économiques entre un pays et l'extérieur pendant une année. Et depuis l'indépendance, la plupart de nos pays sont déficitaires parce que nous vendons moins à l'extérieur que nous n'achetons. C'est-à-dire que nous exportons peu et nous exportons moins bien parce que nous exportons des produits bruts et nous importons des produits manufacturés. Donc l'idée, c'est de transformer au moins de transformer une bonne partie de notre production en produits semi-finis et finis. Et le hic, c'est que quand même certaines études ont démontré que même à travers le commerce intra-africain, qui est faible, environ 22%, non moins de 20%, 17 à 18%, comporte une grande partie de produits industriels intra-africains. Mais comme nous vendons beaucoup plus à l'extérieur, et cette quantité comporte beaucoup plus de produits bruts. Donc nous avons plus intérêt à commercer entre nous qu'avec l'extérieur parce que entre nous, nous transformons, mais avec l'extérieur, nous transformons très peu. Très peu. Et justement, il y a ceux qui lorgnent, quand on parle d'industrialisation, il y a ceux qui lorgnent du côté de l'agriculture ou de l'agro, ou encore du côté de l'agro-industrie. Mais le manque d'infrastructures, M. Makalou, reste quand même un handicap à ce niveau. Le manque d'infrastructures, l'infrastructure, c'est un peu le socle même du développement. Vous ne pouvez rien faire sans infrastructure. Et je parle des infrastructures non seulement de production, mais de communication. Vous voyez, c'est plus facile, même pour vous et moi, d'aller en Europe que d'aller dans un pays voisin. Parce que nos pays ne sont pas interconnectés, non seulement au niveau de la production, mais aussi au niveau des communications. Donc, si vous voulez que nos pays progressent, il va falloir lier davantage les zones de production au marché, et cela demande un désenclavement interne, mais aussi externe. Il faut une interconnexion. Absolument, il faut une interconnexion. Et ce travail est en train de se faire au niveau des communautés économiques régionales, notamment en l'occurrence en Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et aussi de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Parce que vous savez, nous avons entamé un processus au niveau de l'Union africaine à travers la vision 2063 d'une zone de libre-échange continentale africaine. Et cette zone de libre-échange continentale africaine pourrait être un atout pour nous, la ZLEC, pour plusieurs raisons. D'abord, elle a une population de 1,250 milliard d'habitants, elle a 84 000 km de frontières, et puis elle a une production d'environ 3 000 milliards de dollars. Et ce qui fait qu'elle serait quand même parmi les 10 nations, les 10 économies les plus puissantes au monde, si tous les Africains, les 55 États africains se retrouvaient ensemble et arrivaient à transformer, parce que nous allions avoir un marché intérieur important. Vous savez, la stratégie de la Chine, d'industrialisation de la Chine a été basée sur cela. À partir de 1979, Deng Xiaoping, qui était le Premier ministre en Chine, a décidé à vraiment amorcer un certain nombre de politiques, de réformes politiques et institutionnelles, et en allant vers une transformation industrielle. Vous savez quand le secteur primaire représente combien en Chine aujourd'hui? 7%. 7%. Alors qu'un pays, nous en Afrique, nous sommes à 40% pour le secteur primaire. Et la Chine, 94% des produits que la Chine exporte sont des produits manufacturés. Alors que pour l'Afrique, nous avons moins de 2% de ce que nous exportons est manufacturé. Et tenez-vous bien, la Chine est notre premier partenaire commercial. Et c'est ce qui explique notre position au niveau même de l'OMC. Hein? Mais bien sûr. L'Organisation mondiale du commerce. Au niveau de l'OMC, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les subventions au niveau des pays et aussi il y a les barrières tarifaires et non tarifaires. Mais pour revenir un peu à la zone de libre-échange continentale, il va falloir, la clé pour la réussite sera les règles d'origine. C'est-à-dire la nationalité des produits et des marchandises. Parce que si nous n'arrivons pas à bien canaliser cela, je pense que nous allons vraiment nous mordre les doigts parce que ce sont les autres qui vont venir produire chez nous et puis bénéficier de cette valeur ajoutée. Et nous avons absolument besoin de l'industrie, de la transformation structurelle pour créer les emplois.
Parce que comme je vous l'avais dit précédemment, il y a environ 12 millions d'Africains, de jeunes Africains qui sont sur le marché de l'emploi chaque année. 12 millions. 12 millions d'Africains. Et seulement, il y a 3 millions qui arrivent à pourvoir un emploi. Mais la firme de stratégie McKinsey a estimé qu'en s'industrialisant, en allant vers une transformation structurelle plus importante, l'Afrique pourrait créer 6 à 14 millions de nouveaux emplois stables. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer des emplois, mais il faut créer des emplois décents. En tout cas, je vais essayer d'avoir votre point de vue sur ce passage d'un internaute. Les téléspectateurs aussi, bien que le continent montre une grande diversité au niveau de la trajectoire socio-économique de ces pays, l'Afrique subsaharienne peut-elle se développer sans usine? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je vous ai donné l'exemple de la Chine, mais si nous prenons d'autres pays comme l'Asie du Sud-Est, mais vous savez, en réalité, le secteur industriel en Afrique est même en train de régresser. En 1975, nous avions, le secteur industriel représentait 18% du produit intérieur brut. Mais déjà en 2011, nous étions déjà à 11%, même si nous sommes stabilisés autour de 15% maintenant. Cela veut dire que nous ne sommes pas en train de progresser avec, avec cette démographie galopante et ces défis, parce qu'il va falloir créer de la valeur ajoutée pour absorber et pour créer des emplois et absorber cette main-d'œuvre, jeune main-d'œuvre qui est disponible chaque année. Ok, ce passage du président de la Banque africaine de développement, le Nigérian Akinwumi Adesina, je cite en ces termes, industrialiser l'Afrique n'est pas un slogan, mais un projet. L'un des 5 accélérateurs que la Banque africaine de développement a défini pour assurer la transformation économique du continent, baptisés High Five, sont nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations. Et tous ces accélérateurs sont liés entre eux. Sont interconnectés, sont liés entre eux. Ils sont tous importants et ils sont tous liés entre eux. Parce que vous voyez, le déficit de l'énergie au niveau de l'Afrique est tel que vous ne pouvez pas vous industrialiser si vous n'avez pas accès à l'énergie. Et la moitié des Africains n'a pas accès à l'énergie en ce moment. Ce qui influe sur les conditions de vie, mais aussi sur la productivité. Vous ne pouvez pas avoir une prospérité si vous n'avez pas accès à l'énergie de nos jours. Parce que quand il parle de nourrir l'Afrique, ça c'est peut-être les conditions. Et qui parle de conditions, on parle de productivité. Mais bien sûr, on parle de productivité et la productivité concerne non seulement, ça concerne surtout les facteurs de production. Donc vous parlez du capital physique, vous parlez du capital financier, vous parlez du capital humain, mais aussi ce dont vous avez parlé au début, c'est du capital immatériel, c'est-à-dire le savoir, la connaissance, l'innovation. Et ce que j'avais oublié de dire à l'entame de notre conversation, c'est que quand vous prenez la structure de nos différentes économies en Afrique aujourd'hui, comme je vous avais dit, le secteur primaire, c'est 40% environ, et le secteur manufacturier, environ 15%. Et le reste, ça vient, c'est plutôt le secteur des services. Des services, mais qui ne sont pas toujours à haute valeur ajoutée. Donc cette jeunesse entrepreneuriale, maintenant, il va falloir la capter. Il va falloir la former d'abord pour qu'elle puisse capter des emplois dans ce secteur. Mais tout cela demande des politiques et des stratégies industrielles. Et ces politiques et stratégies industrielles sont du ressort de la puissance publique. Parce que, comme je vous l'ai dit, la politique économique est du ressort de l'État. Donc, elle se divise en politique fiscale ou budgétaire et en politique monétaire. Donc, généralement, ceux qui font le procès à la monnaie doit accompagner l'ensemble de la politique du processus économique. Donc, si vous décidez d'aller vers l'exportation des produits manufacturés, votre politique de change doit s'adapter à cela. Tout se tient, donc il faut aller vers plus de réflexion endogène
Mais cela demande la qualité des institutions, mais surtout la vision. Moi, je vous dis, j'aime beaucoup ce sujet parce que j'ai beaucoup lu là-dessus. Okay. Vous voyez un pays comme le Japon, mais le Japon a entamé son industrialisation au 19e siècle sous la vision d'un leader qui s'appelait l'empereur Meiji. Il a eu cette vision au 19e siècle de voir un Japon industriel. En Chine, c'est Deng, et en Malaisie, c'est Mahathir, en Corée, c'est le général Park. Il y a toujours eu un leader qui a eu une vision pour transformer un pays. Un pays. Et comme vous le savez, en Afrique aujourd'hui, l'Afrique du Sud est l'économie la plus industrialisée. Bien vrai que ce n'est pas l'économie la plus importante. On en a parlé. Parce qu'à cause de la qualité des institutions, de la vision des autorités, mais aussi de la qualité de la coopération entre le secteur public et le secteur privé. Et justement, en parlant de secteur privé, on parle beaucoup d'accompagnement du secteur privé dans nos pays. Le secteur privé africain peut-il contribuer davantage au développement du continent et l'aider à relever les nombreux défis sociaux, sociétaux, environnementaux auxquels il est confronté? Les États africains, parfois fragiles, ne peuvent relever seuls ces défis. Et aujourd'hui, est-ce que le secteur privé, même dans le domaine de l'industrialisation, est-ce que le secteur privé peut jouer un rôle aujourd'hui? À condition que les dirigeants aient une vision stratégique par rapport au développement industriel et aux politiques industrielles. La coopération publique-privée doit faire partie des politiques publiques. Si vous voulez transformer votre économie, il faut que le secteur privé joue un rôle. Mais l'État qui constitue la puissance publique, a un rôle au niveau de la gouvernance économique et financière, que ce soit la réglementation, mais aussi le droit, l'état de droit. Et l'accompagnement du secteur privé est indispensable. Si vous voyez les chaebols en Corée du Sud, c'est Samsung et les autres grands groupes conglomérats, mais ils ont été créés avec l'accompagnement de l'État. Mais encore faut-il avoir cette vision et cette politique et stratégie en tête pour voir un peu quels produits nous... D'abord, il va falloir moderniser l'économie et donner un rôle plus important parce que, vous savez, nous sommes dans un monde en pleine mutation. L'État ne peut plus tout faire. L'État-providence, c'est fini. Au début des indépendances, on a créé beaucoup de sociétés d'État. La plupart ont fait faillite. Pas parce que les gens n'étaient pas vertueux nécessairement, mais parce que l'État ne peut pas tout faire. Il a un avantage comparatif, il doit plutôt s'occuper de la réglementation et laisser le secteur privé et accompagner le secteur privé, mais dans un cadre des affaires vraiment bien défini et vraiment adéquat. Donc, quand l'État travaille en étroite coopération avec le secteur privé et qu'il y a des politiques lisibles et visibles, si vous prenez nos différents codes de réglementation, les codes des impôts, les codes des douanes, c'est difficile pour le secteur privé de s'éclore. Et donc, il va falloir que vraiment nous fassions en sorte qu'il y ait un partenariat, même une complicité entre le secteur privé et l'État, pour voir d'abord comment on peut moderniser l'économie. Il faut déjà partir à partir de l'existant. Qu'est-ce que nous produisons? Par exemple, au Mali aujourd'hui, 90% des recettes d'exportation, c'est le coton, l'or et le coton. Si vous ajoutez l'élevage, vous avez 90%, vous avez la totalité de nos exportations. Donc nous avons des économies très spécialisées. Il va falloir d'abord moderniser notre économie en augmentant la capacité productive. Cela veut dire qu'il va falloir voir les niches, voir ce que nous produisons, comment on peut améliorer cette production. Et quand nous augmentons la production, la capacité productive, il va falloir ensuite diversifier. Parce que si nous ne diversifions pas, que vous avez une production spécialisée, comme actuellement, vous devenez dépendant de 2 ou 3 produits. Et ça vous rend vulnérable. Et comme notre agriculture, par exemple, dépend de l'agriculture pluviale, nous dépendons de l'eau de pluie, avec les aléas climatiques aujourd'hui, le changement climatique, cela devient problématique. C'est pour cela qu'il faut aller davantage de transformation. Et en dehors de cela, il faut vraiment que l'État pousse pour que les entreprises puissent vraiment
recruter davantage. Mais pour cela, il faut diminuer le coût de l'emploi. Et la législation du travail aussi, que ce soit plus souple. Mais cela demande aussi des accompagnements au niveau des mécanismes, non seulement de protection sociale, etc. Donc il y a un certain nombre de choses, mais tout cela doit être pensé. Donc vous devez avoir des politiques adéquates, des politiques avec une vision. Vous devez avoir des facteurs de production aussi importants. Et vous devez avoir aussi un certain nombre de règles qui permettent aussi d'améliorer la confiance entre vous et les investisseurs étrangers. Parce que l'environnement des affaires, c'est du palpable. Quand les gens veulent investir, que ce soit le secteur privé national ou le secteur privé international, ils ont besoin d'être rassurés. D'être rassurés en tout cas au niveau de l'état de droit, au niveau de la réglementation, et de s'assurer qu'au moins ils seront dans leurs droits s'il y a des problèmes qui surgissent. En tout cas, en matière de développement, surtout d'industrialisation, il y a beaucoup de choses à faire. Et le plus important, c'est de savoir par où commencer. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci, M. Makalou, d'avoir répondu à notre invitation et d'apporter tous ces enseignements, je dirais enseignements, d'apporter toutes ces précisions par rapport à la thématique du jour, l'industrialisation de l'Afrique, défis et perspectives. Encore merci. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de cette émission économique que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Nous recevions M. Modibo Maou Makalou, économiste et analyste financier. Et le thème était l'industrialisation de l'Afrique, défis et perspectives. Bonne suite de programmes sur Africable Télévision. Merci à la rédaction et à la technique pour sa réalisation.